Ok, allô, 1, 2, 3, ok, ouais. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis, chères étudiantes, chers étudiants, votre prof, Jean-François Sénéchal. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à votre podcast d'accompagnement d'un cours universitaire. J'espère que ça se passe bien pour vous, votre session. Écoutez, cette semaine, pour t'aider à passer à travers cet épisode, pas de café glacé cette semaine, pas de Fatoumata. J'espère que vous avez aimé cet épisode avec Fatoumata. C'était bien le fun de la recevoir. Certains m'ont d'ailleurs écrit pour me dire qu'ils avaient bien aimé cette formule-là. C'est toujours le fun d'avoir quelqu'un en studio. Et d'ailleurs, transition, pas de Fatoumata cette semaine, mais j'ai un autre étudiant avec moi cette semaine qui m'a fait signe. J'ai David Mosquera qui est avec moi. Bonjour David. Salut, ça va? Yes. Quand j'ai fait l'invitation, chaque semaine, là, je me dis, je vais inviter mes étudiants. Il y a peut-être un courageux, une courageuse qui va dire présent, puis c'est toi. Parce que ça t'arrive souvent de t'impliquer comme ça un peu trop dans un cours en disant, moi, je vais y aller voir mon prof. C'est ton genre, ça? Je sais pas parce que je pense que t'es le premier prof à avoir un écosystème de cours aussi structuré et aussi intéressant. C'est gentil. C'est vrai que ça fait 15 ans que je le donne le cours, là, fait que ça commence à être structuré. Puis je pense que c'était une obligation pour moi de. Tu sais, tu donnes un cours d'éthique à des étudiants en sciences et génie. Faut que ça soit rassurant aussi, là, parce que ça peut être vite vu comme étant une menace, là. Un cours d'éthique, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis pas inscrit en sciences et génie pour suivre un cours d'éthique. Fait que je pense que la structure, c'est un peu ça. Puis les ajouts, le podcast, les vidéos, les prédits, les caouts, tout ça, là, c'est à force de le donner. Tu t'arranges pour que ça soit un petit peu stimulant en classe. Content que ça te plaise. T'es en quoi? Quel programme? Génie logiciel. Tu fais quoi en génie logiciel? Je code des applications informatiques de divers genres. Et maintenant, je suis en place coder pour web coder. Donc, Vibe codé, c'est quoi? Tu utilises l'IA, j'imagine, là? ouais, un peu obligé maintenant à cause que c'est incontournable. Ben, en informatique, il n'y a pas le choix, là. Je veux dire, il y en a qui se gênent pas, à l'évidence, à utiliser l'IA pour rédiger du texte, pour la programmation. Ça va de soi en ce moment, là. Ça a ouvert des portes à bien des personnes qui même étaient peut-être pas aussi à l'aise avec la programmation, à se faire accompagner par de l'IA, puis faire une partie qu'ils sont peut-être pas toujours capables de faire. Toi, tu l'utilises dans quelle mesure? À quoi ça ressemble? J'essaie de l'utiliser seulement comme quand je ne dois pas nécessairement apprendre quelque chose. Donc, je vais jamais l'utiliser pour, par exemple, rédiger mes textes ou apprendre des notions. En fait, soit rédiger des textes ou faire des exercices pour moi. C'est un très bon outil pour apprendre, par contre, pour résumer des notions. Ben, il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre, mais l'outil peut être aussi utile pour apprendre. C'est-à-dire que tu le fais coder, tu le fais valider ton code, tu lui demandes de vérifier tes erreurs, tu le fais avec lui, tu lui demandes de faire rouler quelques tests, de te signaler les erreurs, de t'apprendre, de le corriger. On apprend aussi à travers ça. Il faut juste être prudent pour pas dire juste fais-moi le code de X, puis là tu le regardes aller, puis tu l'appliques tel quel sans apprendre. Si tu fais ça, tu ressembles à moi, qui connaît rien en codage, puis qui des fois se risque avec... c'est Claude AI, c'est ça que tu utilises, j'imagine? Ouais, Gemini est récemment Claude AI. OK, puis tu veux faire quoi dans la vie? Euh, Comme disait mon oncle, tu veux faire quoi dans la vie avec ça? De la philosophie, dans ton cas? Logiciel, génie logiciel, programmation, tu veux faire quoi? ben, j'hésite entre un long but de ma vie, c'est de faire une start-up. Donc, me lancer dans l'entrepreneuriat et préférablement dans mon domaine, vu que ça serait quand même le fun que je puisse Ben appliquer. oui, appliquer la formation, les compétences.
Mais sinon, après, par exemple, j'hésite après la graduation, soit aller en maîtrise ou direct aller me lancer dans un emploi. Je pense que les deux chemins sont très possibles pour moi en Les deux plus. sont même, on peut combiner aussi. Les deux peuvent se faire, c'est-à-dire tu fais ta maîtrise, puis il y a des associations, il y a des projets, il y a du financement même qui est possible avec des entreprises, surtout dans ton domaine, là. C'est très sollicité, puis c'est très tentant aussi le marché, puis le monde universitaire le sait. Fait que souvent, il y a des collaborations. On fait des études supérieures, puis en même temps, on travaille, puis en tout cas, je te le dis ça comme ça, là, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre, tu peux le faire. Mais C'est bon. des fois, les deux peuvent aller ensemble. Ben, bonne chance. On va surveiller tes prochaines startups, voir à quoi ça ressemble. Puis hâte de voir ça. OK, on va sauter dans le contenu. Aujourd'hui, j'ai réservé puis cette semaine deux beaux sujets. On est plus dans l'ordre de la psychosociologie cette semaine. Donc, regardez le monde et les humains que nous sommes, puis regarder nos habitudes, puis qu'est-ce qu'on a tendance à faire. On se pense différent, mais quand tu regardes le groupe, puis le groupe agit d'une telle façon, puis la question revient à quel point je suis si différent de celles et ceux qui m'entourent. Donc, on va regarder deux forces sociales exercées sur toi. La première, c'est une force exercée par l'autorité. Donc, pression d'autorité, c'est la force de c'est essayer d'examiner la force de cette pression d'autorité sur toi et sur tes collègues aussi. Puis, la deuxième, c'est la force exercée sur tes collègues, par tes collègues sur toi. Donc, la pression de groupe. Comment tu réagis aux pressions du groupe, les amis, les collègues, dès qu'ils sont nombreux, là, à quoi ça ressemble. Commençons peut-être déjà par le premier, soumission à l'autorité, pression d'autorité. Le cours demain, là, il va être divisé de la même façon. Première partie, pression d'autorité, puis dernière, pression de groupe, ou à l'envers, là, je sais pas. Je vais voir par quoi j'ai envie de commencer plutôt. La première, c'est pression d'autorité. L'archétype, c'est le patron, je dirais, là. Comment tu réagis lorsqu'une personne qui se pointe avec une figure d'autorité, puis une stature d'autorité, comment tu réagis lorsque une personne comme ça te demande de poser un geste? Donc ça va être l'archétype là, qu'il faut garder en tête. Quand je dis autorité, il faut que tu aies en tête un patron. Mais on va voir aussi différentes formes d'autorité. Le droit, la morale, les lois, le marché, l'économie. Donc, l'autorité, ça peut s'exercer de plusieurs façons. Un code de déontologie, un ordre professionnel, ça exerce une certaine forme d'autorité. La science aussi, comme autorité. Si on place devant toi une figure d'autorité avec un sarrau blanc, comment que tu réagis à cette autorité-là? D'ailleurs, c'est quoi ton rapport à l'autorité, David? As-tu tendance à te soumettre à l'autorité? Je pense qu'avec Ou à contester, là? je dirais que T'es-tu un hacker qui s'ignore, là, puis je le sais pas, là? non, je pense que avec l'expérience que j'ai eu dans ma vie, la majorité du temps, ouais, je me soumets à l'autorité relativement facilement. C'est juste ces dernières années, je pense que j'ai commencé à comme pas me pousser une colonne, mais avoir des avis plus externes, puis vraiment me re-questionner sur certaines autorités. Est-ce que c'est nécessairement correct? Je dirais pas que je suis en ce moment 100% capable de, par exemple, dire non à genre mon boss, surtout si je rentre dans un nouvel emploi. Mais je suis capable de comme au moins réfléchir à ce qu'on me dit au lieu de juste obéir aveuglement. Ben, c'est un peu ça là, parce que peut-être que c'est exactement ça qui est demandé, là, pas de croiser les bras et dire non à une figure d'autorité dès que le patron te demande quelque chose. Là. Le but, c'est d'être capable de prendre un pas de recul puis questionner, peut-être poser quelques questions supplémentaires, peut-être demander des explications, juste pour nous rassurer, mais ça, faut le faire parfois contre la figure d'autorité ou défier un peu. Là. On ne demande pas de carrément défier l'autorité, là, mais d'être capable de... Puis on aimerait ça être capable de poser ce geste-là.
Puis, dans ce qu'on va voir en classe, ben, vous allez voir que c'est loin d'être aussi évident que ça, parce que en classe que je vais vous présenter les expériences de Milgram. Tu connais-tu ça, David? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien? Ben, ça va être intéressant. Il y en a sûrement là, qui ont déjà entendu parler de ces expériences-là, mais lorsqu'on parle de pression d'autorité puis de soumission à l'autorité, c'est super intéressant de passer à travers ça parce que c'est des expériences de psychosociologie. Puis n'importe qui voit ces expériences-là ne les oublie pas. Donc, si tu hésites là, en disant « je sais pas trop si je connais ça », c'est parce que tu connais pas ça. OK. Parce qu'une fois que tu vas voir les images, c'est assez impressionnant, je dirais. Milgram, il demandait ce qu'il a tenté de faire, c'est de tester dans quelle mesure tu es soumis ou non à une figure d'autorité. Donc, ce que vous allez voir, c'est une expérience psychosociologique où ce que Milgram propose, c'est d'arrêter de se dire qu'on peut résister à l'autorité, parce que tout le monde se dit ça, là. Moi, je pense que je suis capable de contester l'autorité. Puis Milgram, ce qu'il proposait, c'est on va les tester. On va arrêter de leur demander s'ils savent nager. On va les lancer à l'eau, puis on va leur dire nage, juste pour voir s'ils vont couler dans le fond. Puis l'expérience que vous allez voir en classe, c'est exactement ça. C'est des personnes comme toi, David. On les assoit devant une figure d'autorité, puis la figure d'autorité leur demande de poser un geste. Puis, on regarde si tu exécutes le geste ou non. Puis dans les expériences, tu vas voir que le geste qu'on te demande de poser, c'est de donner des décharges électriques à une autre personne. OK, je pense que j'en ai entendu parler de cette expérience, ouais. Fait que ça, on en a entendu parler, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir parce qu'on dit toujours, ben moi, je suis capable de résister à l'autorité. Il n'y en a pas de problème. Je pense que je suis capable de poser quelques questions supplémentaires. Ben, ce qu'on voit, en tout cas, ce que ces expériences-là démontrent, c'est que la plupart des gens, la plupart des personnes, lorsqu'une figure d'autorité leur demande de faire tout et n'importe quoi, là ici, c'est de donner des décharges électriques à une autre personne, les gens donnent la décharge électrique. Les gens exécutent ce que l'autorité leur demande de faire. Puis ça, ben, c'est pas 100%, mais il y en a un très fort pourcentage. Je le dirai pas tout de suite. Okay. Je vais me garder quelques informations demain, là, mais ce que vous allez voir, c'est que le pourcentage est quand même impressionnant de personnes qui, tu leur demandes de donner une décharge électrique à une autre personne, en l'occurrence. Puis tout ce qu'ils ont comme autorité devant eux, c'est une personne avec un sarrau. Là. C'est une figure d'autorité, mais c'est une personne avec un sarrau blanc. Donc en plus, c'est une figure d'autorité qui incarne la science. Fait que pour des étudiants en sciences et génie qui croient en la science, puis qui ont foi en la science, si tu ajoutes une pression d'autorité qui incarne cette science-là, puis qui demande à une autre personne, donne-y des décharges électriques. Je veux juste mesurer ce qui se passe. Puis j'ai une étude en parallèle. Les personnes vont vraiment aller très loin à donner des décharges électriques ou à exécuter ce que la personne en position d'autorité leur demande de faire. Fait que ça, c'est ce que j'ai envie de vous présenter demain. C'est pas rassurant. C'est la presque majorité. En fait, bon, j'ai envie de te le donner. De toute façon, vous n'êtes pas 100% là, à écouter le podcast. Là, En fait, c'est 2 personnes sur 3 qui sont prêts à donner des décharges électriques à une autre personne. Mais des décharges électriques, c'est pas un petit 10 volts. Là. C'est 450 volts le maximum. Là. Tu vas voir, là, il y a une espèce de panneau électrique. Puis la personne, à toutes les fois, l'autorité lui demande de donner une décharge électrique. Je vais peut-être expliquer le contexte. Je vais mieux expliquer le contexte en classe demain, là, mais tu vois une personne qui tranquillement augmente le voltage, puis qui passe de 10 volts à 100 volts, 110 volts, là, c'est une prise électrique comme ici, là. Mm-hmm. Ouais. Jusqu'à 450 volts, une personne en position d'autorité lui dit « Ah ouais, encore une petite décharge, là, on est rendu à 450 volts. » Puis la personne donne des décharges électriques. Puis tu vas voir dans l'expérience en question, il y a même une rétroaction audio, là, c'est-à-dire que la personne, au moment qu'elle donne des décharges, elle entend l'autre personne crier dans l'autre salle d'à côté, mais continue de donner des décharges électriques
parce qu'il y a une personne en position d'autorité qui lui demande de le faire. 2 sur 3. Ouais, c'est beaucoup. C'est pas mal, là. C'est pas mal, là. Puis c'est pour ça que l'expérience de Milgram, c'est intéressant. Là. C'est pas juste David, toi, est-ce que tu résistes à l'autorité? C'est non. David, on te met là. Puis je vais exercer une forme d'autorité sur toi, puis je vais regarder jusqu'à. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est qu'il y a une belle échelle de voltage. Là. On peut voir jusqu'où la personne va se rendre, jusqu'à quel point elle est soumise à l'autorité. Fait que c'est ça qu'on fait. Là. On dit pas, tu penses-tu que tu sais nager? Tu dis là, on va te regarder à l'œuvre, David, voir à quel point tu dis que tu es capable de poser une petite question à une partie patronale. Parce que rappelle-toi, là, quand on a vu le conflit de loyauté, là, c'est cette tension-là qu'on voyait là, entre un patron qui demande puis là, j'essaie de résister à un patron, puis qu'est-ce qu'on peut faire? Puis moi, je vous expliquais, mais il y a la loi de ton côté, puis il y a la jurisprudence qui peut t'aider à contester l'autorité patronale. Là, ici, ce qu'on regarde, c'est ta psychologie. Là. Tu vas-tu être capable de poser un geste, de dire non à un patron qui te demande de t'éloigner un petit peu de tes devoirs et obligations? Là, ici, là, c'est plus que tes devoirs et obligations professionnelles. Là, c'est une personne qui te demande de poser un geste qui contredit tes valeurs les plus chères. Là. 2 sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi. T'es-tu dans les 2 sur 3 ou t'es dans le 1 sur 3 qui est capable de dire non? Je pense pas que je suis dans le 1 sur 3 parce que j'ai jamais eu une situation où est-ce que mes valeurs ont autant été... Challenging comme ouais. ça. Hein? Donc, c'est sûr que c'est difficile. Surtout que, par exemple, c'est sûr que c'est dans le cadre d'une expérience. Donc, moi, ma question, c'est est-ce que les personnes qui ont subi cette expérience le savaient dans quoi ils s'embarquaient ou c'était comme un peu caché pour avoir leur plus profonde C'était réponse? caché. Tu vois que la patine ou le prétexte là, qui est au-dessus de l'expérience, c'est on fait une expérience sur l'éducation et la mémoire. Puis là, en fait, le contexte, c'est qu'on dit, je vais demander à l'autre personne qui est dans l'autre salle là, de retenir des mots par cœur. Puis à toutes les fois qu'elle se trompe, on va lui donner une petite décharge électrique pour qu'elle apprenne mieux. Fait que ça, c'est le contexte de départ. OK. Puis là, elle se trompe. Puis là, tu donnes 10 volts. Mais ce que tu comprends, c'est que le voltage augmente. Puis c'est écrit devant toi là, que le voltage augmente. Puis là, la personne, le scientifique te dit, ben, continue à donner des voltages, ça va l'aider à apprendre. Parce que nous autres, on travaille sur la mémoire et l'apprentissage. Mais une fois que tu es pris dans cette expérience-là, là, tu comprends bien que tu veux bien contribuer à ce savoir-là là, sur la mémoire. Sur la mémoire, mais tu comprends bien que l'expérience en question, le but, ben, ça, tu vas l'apprendre plus tard parce qu'on va te le dire. Là. Mais le but, c'est plus de savoir, toi, es-tu soumis à l'autorité ou non? Mais l'histoire qu'on te raconte au-dessus, là, c'est on travaille sur la mémoire, puis c'est important. Puis on a appris qu'il y a des études scientifiques qui démontrent que si on donne des petits voltages, ça peut aider à accroître la mémoire. Fait que ça, ça ressemblait à ça. Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça être la personne qui va dire ben non, je donne pas des voltages. Non, j'arrête à 15 volts parce que 15 volts, j'ai déjà pris une décharge à 110 volts puis ça commence à faire mal, une prise électrique. Là. Fait que j'arrête à 110, disons. On aimerait être cette personne-là. Mais tu vas voir que 2 personnes sur 3 se rendent à 450 volts. J'ai l'impression que la majorité du contexte, c'est vraiment ça qui pousse le monde à être sur le 2 sur 3. Parce que j'ai l'impression que dès que tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose et que tu poses cette action comme un mal nécessaire, c'est là où est-ce que beaucoup de personnes commenceraient à vraiment relativiser et c'est là où est-ce qu'ils vont commencer à suivre des ordres. Donc, c'est là où est-ce que c'est un peu difficile, je trouve, de devenir le 1 sur 3. Il faut que tu connaisses assez de contexte pour savoir qu'est-ce qui est bien ou non. C'est pour ça que dans le module là, sur le conflit de loyauté, là, j'essayais de vous donner de l'information, des instructions en disant, si vous souhaitez contester l'autorité, il y a des outils. Il y a des outils normatifs, il y a des outils, la loi est de votre côté, le code de profession est de votre côté aussi, la jurisprudence est de votre côté, mais est-ce que c'est suffisant si psychologiquement mes étudiants sont à ce point-là soumis à l'autorité? C'est le défi. Là. Puis le défi aussi, en vous présentant les expériences de Milgram, c'est d'essayer de faire basculer ça. De vous obliger à vous rendre compte que vous êtes peut-être plus soumis à l'autorité que vous le pensez. Puis l'hypothèse, c'est qu'en faisant ce constat-là, en admettant vous-même que vous êtes peut-être plus soumis à l'autorité, c'est vous peut-être vous mettre
vous rendre encore plus prudent dans des situations où une personne en position d'autorité pourrait vous demander de vous éloigner de vos devoirs et obligations professionnelles. Ça retourne au biais d'optimisme. Ça retourne au biais d'optimisme. Est-ce que je suis à ce point-là bon? Est-ce que la surestimation? Il y a des thèmes qui reviennent dans ce cours, mais là, c'est prendre le temps de vérifier à quel point on est capable de résister à une pression d'autorité. On aimerait être cette personne, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Puis une remarque au passage, parler de pression d'autorité, c'est aussi réfléchir sur nous exerçant cette autorité. Parce qu'une fois que tu as compris que deux personnes sur trois sont prêtes à faire n'importe quoi face à une figure d'autorité, il y a une réflexion à avoir aussi sur toi. Parce que bientôt, quand tu vas avoir ta start-up, là, quand vous serez dans des positions de direction, de gestion, parce qu'en sciences et génie, c'est des postes auxquels vous avez accès. Là. Puis si vous avez une start-up, c'est souvent des postes de CEO, puis let's go, là, on est dans l'exercice de l'autorité avec un grand A. Là. Ben, vous devez savoir que 2 personnes sur 3 sont prêtes à faire n'importe quoi si vous leur demandez de le faire. N'importe quoi. Puis il y a même des personnes qui sont prêtes à poser des gestes qui ont l'impression que ça pourrait vous plaire parce que vous êtes la personne en position d'autorité. Donc ça, cette réflexion-là là, sur l'autorité, c'est pas juste de penser à moi, est-ce que je suis sujet à l'autorité, puis est-ce que je suis capable de la contester, c'est aussi de réfléchir à moi qui exerce l'autorité. Quand tu es prof, là, puis que tu sais qu'une personne, que 2 étudiants sur 3 sont prêts à faire n'importe quoi, si toi, comme figure d'autorité, tu leur demandes de le faire, ben il faut réfléchir à c'est quoi que je leur demande de faire, parce qu'ils ne contesteront pas, là. Quand je vous demande de faire des TP, des travaux, il faut que je m'assure que ça soit validé, puis que ça ait du sens, puis parce que je le sais que le simple fait que j'exerce cette force d'autorité, il n'y aura pas beaucoup de contestation. Là. Puis il faut aménager aussi autour de soi des espaces où c'est possible de contester. J'essaie aussi de le montrer en classe. C'est possible de contester ce que je dis, c'est possible de critiquer ce que je dis aussi. Là. Puis il faut que les étudiantes le sentent, que c'est possible, parce que si tu ne laisses pas transparaître ces signes-là, tu n'auras jamais de contestation, tu n'auras peut-être même jamais de questions. Donc, comment on exerce l'autorité, là, c'est important d'y réfléchir aussi. C'est encore, ça me fait vraiment penser à comme l'aspect responsabilité quand tu as un peu un pouvoir. Oui, c'est Donc, ça. Tu as raison, ça revient à un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi notre pouvoir? Mais tu as le pouvoir de la science, tu as le pouvoir de la connaissance, tu as le pouvoir le savoir est un pouvoir, l'expérience devient un pouvoir, l'autorité, c'est une forme de pouvoir parce que tu peux transformer les personnes autour de toi et leur exiger qu'ils posent des gestes, même contre leur propre volonté. Donc ça, c'est une réflexion supplémentaire. C'est un grand pouvoir qu'on doit exercer avec mesure et prudence. OK, deuxième partie du module en question, c'est la pression de groupe, donc la pression groupale, pression d'autorité, on verra à quoi ça ressemble en classe. Pression de groupe, ça c'est on va dire pression groupale en classe, mais en somme c'est assez simple, c'est la force que le nombre a sur toi. Donc comment tu réagis lorsque le groupe autour de toi s'en va dans une direction. Toi, David, tu réagis comment? Pression groupale. Est-ce que tu fais ce que le groupe fait? c'est vrai, pour moi, c'est extrêmement difficile de ne pas faire ce que le groupe fait, surtout, par exemple, si on prend le cas je pense, de Karen, qui est nouvelle ingénieure qui arrive dans une firme et tout le monde contribue à justement la corruption qui se passe derrière la commission. C'est très difficile pour elle de comme elle a vraiment un esprit fort de dès le début se poser des questions et ne pas suivre ce groupe. Mais je pense que moi dans cette situation je l'aurais tellement suivi parce que je suis nouveau. Ben oui, Et mais c'est ça. Ben c'est pour ça que je le présente au début de la session, pour qu'on puisse continuer à y réfléchir pendant toute la session. C'est-à-dire qu'au début de la session, c'est simple, on voit Karen, on dit moi aussi je serais capable de le faire. Puis le reste, dans le cours, ma démonstration, c'est de vous montrer que, à ta peu, là, elle est seule, elle est jeune,
elle conteste l'autorité en place, puis elle conteste des pratiques groupales qu'elle voit autour d'elle. Là. C'est le groupe, tout le monde semble faire ça, puis tout le monde semble accepter ça. Puis elle conteste ça. Puis moi, ce que je veux que vous réalisiez, comme tu le fais en ce moment, c'est... il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'être une Karen dans ce genre de... la bonne Karen dans ce C'est genre ça. de situation. Pas celle des mimes, la Karen qu'on a vue en classe, c'est être capable de contester comme ça l'autorité, puis contester les pressions groupales, parce que c'est ça qui se passe quand on arrive dans un nouveau milieu. C'est une pression groupale, là, c'est la pression des pairs de celles et ceux qui étaient là avant toi. Tu arrives là, tout le monde fait ça, tu dis ça doit être normal, c'est correct, tout le monde le fait. Moi, je pense que justement, euh, l'aspect le entre la pression d'autorité et la pression sociale de groupe, je pense que c'est la pression groupale qui est la plus difficile à combattre ou à comme questionner parce que dans ma tête, l'autorité a un certain détachement de toi. Comme il y a il y a une certaine structure qui dit que Mhm. il te dit quoi faire, donc à cause de ça, il est entre guillemets supérieur à toi. Donc c'est ça cette séparation. Mais l'effet de groupe, autant des coworkers, j'ai oublié le mot en français, Co-travailleurs, ouais, les collègues. co-travailleurs, des employés ou des amis, il y a comme cet effet de confiance comme subtil où est-ce que si mon co-travailleur ou mon ami le fait, c'est que il y a une raison et je lui fais confiance. C'est comme si tu t'enlèves ce poids de réfléchir parce que ton ami ou ton co-travailleur qui est souvent dans la même longueur d'onde que toi, niveau réflexion ou valeur, il a déjà fait ce choix. Oui, il l'a fait pour moi. C'est un ami c'est un petit peu comme moi, donc c'est moi qui ai fait un petit peu ce choix à travers lui. Tu sais, on se projette aussi dans les autres. Je suis un petit peu comme les autres. Donc si les autres ont fait ce choix-là, je les aime bien, ils ont dû faire des bons choix. Puis là, on répète ça. Puis ça, c'est vrai, puis ça se confirme quand on arrive dans un nouveau milieu de travail, là, ce qui nous agace au début, là, tu sais, des pratiques qu'on dit pourquoi ils font ça comme ça. Ben 10 ans plus tard, c'est nous autres qui allons défendre ces pratiques-là. Là. C'est-à-dire que ça va finir par tranquillement faire partie de toi. Ce qui est une pratique commune autour de toi, ça devient ta propre pratique. Si tu ne l'as pas contesté, tu la contesteras pas plus 10 ans plus tard. Au contraire, tu vas dire non, ça fait 10 ans que je fais ça. C'est pas vrai que je vais te dire que c'est mal. C'est pas mal, ça fait 10 ans que je le fais puis que tout le monde le fait. Fait que ça, c'est une vraie belle dynamique là, à essayer de cerner comment on réagit face au groupe, comment on réagit sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce qu'on a tendance à contester une position groupale? Tu arrives sur un groupe sur lequel t'as pas où tu vois dans la série des commentaires, des fois ça arrive ça, là. Il y a un groupe qu'un autre ami suit, puis on voit des commentaires, ou on regarde. Est-ce qu'on conteste une opinion qu'on sent consensuelle dans le groupe? Très rarement. Là. On va plutôt se taire. Même chose au bureau. Là. Si tu as l'impression qu'une pratique est là, tu as envie de la contester, mais tout le monde va dans la même direction. Pourquoi je prendrais le risque de me mettre à dos le groupe? Donc ça, c'est un gros thème. C'est un thème qu'on va aborder dans ce module-là. On va voir les symptômes de la pensée de groupe. C'est une étude qu'on va voir ensemble, une étude de Irving Janis qui s'est amusé à identifier la pensée de groupe en œuvre. Qu'est-ce qui se passe dans des situations difficiles lorsqu'on prend des décisions en groupe? Il y a un processus de décision. Là, dans les TP2, là, ce que j'essaie de faire faire, c'est de prendre une décision en groupe, puis il y a une dynamique de groupe qui s'installe, puis on essaye de prendre la meilleure décision possible, mais il y a des symptômes de la pensée de groupe que je veux que vous examiniez avec moi en classe parce que il y a des symptômes qui, lorsqu'ils sont cumulés, là, ça peut mener à des décisions maladroites, sinon des décisions catastrophiques, parce qu'il y a cette circularité-là, puis cette pression-là du groupe autour de vous. Puis ça vaut la peine de passer à travers ces symptômes. Ils sont de 3 catégories. Tiens, j'ai envie de les passer avec toi pour être sûr que tu les saisisses bien. Donc, il y a 8 symptômes de la pensée de groupe, David. Il y en a 8 ou 5? J'ai dit 5? Oui, je pense que tu avais dit 5 au début. Il y en a 8. 3 catégories, 8 symptômes. Donc, ça, c'est les symptômes de la pensée de groupe. Ce qu'il dit, c'est que quand on prend une décision, ça peut mener à des décisions catastrophiques.
Puis la façon d'éviter ces décisions catastrophiques, c'est de commencer à identifier les symptômes autour de vous. Mhm. Donc, la première catégorie de symptômes, c'est la surestimation du groupe. Le groupe se surestime. On a déjà examiné ensemble la surestimation personnelle. Ben, le groupe a lui aussi tendance à se surestimer. Le premier symptôme, c'est l'illusion d'invulnérabilité. Ça, c'est notre tendance à croire que notre groupe a moins de chances de se tromper que les autres groupes. Donc, pense à n'importe quel groupe dans lequel tu es. On prend des décisions en groupe. Dans des compagnies, on voit ça. Là. C'est-à-dire que les compagnies font des erreurs, mais notre compagnie, nous, on est différent. On finit par se penser différent. On finit par penser qu'on est à l'abri des erreurs que d'autres font. Donc ça, c'est le groupe a tendance à se surestimer. Nous, on le savait qu'individuellement, on se surestime, mais le groupe aussi a tendance à se surestimer. Le deuxième symptôme, on est toujours dans la première catégorie, c'est la croyance en la moralité inhérente du groupe. Bon, j'ai vu tes yeux. Ce que ça veut dire, c'est assez simple. C'est notre tendance à croire que notre groupe est du côté du bien. OK. Puis on le voit dans pense à n'importe quel débat, là, le troisième lien, quel autre débat, le vélo en hiver. Tu sais, il y a des débats comme ça qui font autour de soi, là, qui font vraiment débat. Là. De n'importe quel côté d'un débat polarisant, en politique, c'est évident. Là. Quand on est d'un côté politique, ben on pense qu'on est du côté du bien. Si tu es démocrate, tu penses que tu es du côté du bien. Si tu es républicain, tu penses que tu es côté du bien. J'ai l'impression que l'humain va rarement penser que tu es du mauvais côté. Mais Comme, je pense que... Mais non, mais c'est ça. Mais il faut faire attention parce qu'à plus petite échelle, quand on travaille en entreprise, puis là, on observe les pratiques autour de soi, le deuxième symptôme, c'est ça. On a tendance à penser que les décisions qu'on prend sont du côté du bien. On est du côté du bien, on sert le bien. Puis ça, ce réflexe-là, là, à l'interne, le groupe se surestime, puis en plus, il pense qu'il est du côté du bien. Donc ça, c'est le deuxième symptôme. C'est toujours dans la première catégorie, c'est la surestimation. La deuxième catégorie, c'est la fermeture d'esprit. Donc ça, c'est la tendance du groupe à se fermer aux idées externes au groupe. Il y a deux symptômes. Le premier, c'est la rationalisation, c'est comme ça qu'il le nomme. C'est la tendance du groupe à se créer des raisons. Bon, c'est des raisons qui se donnent l'apparence de la logique, mais quand on l'examine, là, on voit que la logique ne tient pas beaucoup. Ça s'apparente au sophisme, aux entraves au dialogue. Tu te rappelles-tu de ça au cégep? Et ça fait longtemps. L'entrave de dialogue, je ne pense... peut-être que je le connais sous un autre nom, mais sophisme, je le connais un peu. Bon, c'est des arguments. Là. Rationalisation, c'est quand on prend une décision, puis on arrive avec des arguments qui ont l'apparence d'être des arguments raisonnables, puis quand on examine, on voit bien que la raison ne fonctionne pas. Des arguments, des sophismes classiques, c'est le bandwagon. Là. Tout le monde le fait, donc c'est bien. C'est un argument qui, quand on l'examine à sa face même, ça tient pas longtemps. D'autres sophismes, on attaque la personne qui propose. Au lieu d'attaquer l'argument, on attaque la personne. Donc, autour d'une table, il y a une personne qui parle, puis on dit, on sait bien, toi, t'es un voleur. Fait que c'est pour ça que la raison que tu viens de soulever est pas bonne, ou ce que tu viens de dire, c'est faux. D'un point de vue logique, ça fonctionne pas. Un menteur, un voleur peut dire des affaires vraies. Là. faut examiner ce qu'il dit, et non pas... Ça, c'est un argument ad hominem. Quel autre argument, sophisme? La pente glissante. Ça, c'est dans une discussion là, autour de soi. Là, une personne qui dit si je te comprends bien, tu es en train de nous dire que tu as dit A, là, mais si je te comprends bien, si je t'écoute bien, à la fin, on va se rendre à Z. Puis ça, c'est l'argument de la pente glissante. C'est ben non, je suis juste en train de te dire A, on peut arrêter à B, on peut arrêter à C, on peut arrêter à D, on n'est pas obligé de se rendre à Z. Ça, c'est l'argument de la pente glissante. Quel autre? L'argument de l'homme de paille. L'argument de l'homme de paille, c'est sûrement un des arguments les plus choquants dans une discussion en groupe. Là, c'est autour de soi. Là, c'est quelqu'un qui, dans le fond, tu l'as peut-être dans un souper entre amis, là, quelqu'un qui
qui résume ce que tu viens d'expliquer longuement à quelque chose de simple et de fragile, puis qui dit « ça vaut rien ». Si je te comprends bien, là, puis là, il résume ta pensée, mais il la résume tout croche, puis il dit « ça vaut rien ». Puis là, tu auras envie de lui dire « ça vaut rien parce que tu n'es pas capable de la résumer comme il faut ». C'est pas ça que je disais. Donc ça, c'est l'argument de l'homme de paille. Mais tout ça pour dire que le symptôme en question, c'est la rationalisation. Là. C'est un groupe se surestime, un groupe se pense du côté du bien, puis un groupe se trouve des raisons plutôt maladroites pour justifier ses décisions. Donc ça, c'est le troisième symptôme. On est toujours au premier symptôme de la deuxième catégorie. Là, c'est plus simple parce que moi, je l'ai devant moi, là, mais en classe, avec les explications, ça va être plus simple. Le deuxième symptôme, c'est le stéréotype à l'égard d'autrui. Donc ça, c'est notre tendance à attribuer des qualités aux membres du groupe, puis des défauts à ceux qui sont à l'extérieur du groupe. N'importe quel débat, tantôt on parlait du débat politique, là, c'est un peu ça, là, c'est à l'intérieur de notre groupe, on est des personnes rationnelles, on est des personnes brillantes, on est des personnes prudentes et nuancées, alors que dans l'autre groupe, ils ne comprennent rien, sont stupides, Ben ça, c'est un symptôme qui est à l'œuvre. Là. Ouais. Les personnes qui sont à l'extérieur de ton groupe sont comme toi, d'un point de vue rationnel. Là, on n'a peut-être pas les mêmes idées, mais ne sont pas stupides pour autant. Donc, de mettre comme ça là, des personnes à l'extérieur du groupe, dans des décisions, ça peut être, peut-être à petite échelle, votre TP2 là, que vous êtes en train de résoudre. C'est un petit groupe là, qui essaye de prendre une décision entre eux, puis les opinions externes, là, moi, des fois, je donne des opinions externes parce que moi, je connais pas votre dynamique de groupe, fait que je fais des commentaires, mais la tendance des étudiants, ça pourrait être, si ce symptôme-là est à l'œuvre, là, c'est de voir la critique externe comme étant une menace. Ah, il comprend rien. Voyons, non, il n'a rien compris, il est même stupide. Non, c'est une richesse. Là. C'est quelqu'un qui n'est pas dans votre dynamique, qui vous fait une critique. C'est important de voir la force de ça. Il est pas pris. Moi, je suis pas pris dans votre dynamique de groupe, puis le groupe se surestime, puis pense qu'il est donc bon. Non, moi, j'arrive de l'extérieur, je fais une critique, il faut la voir à sa face même. Troisième catégorie, on est toujours dans la pensée de groupe. Hein, le but, là, c'est ça, là, c'est de comprendre comment un groupe fonctionne. Puis Janice nous rappelle que quand on prend des décisions en groupe, il faut faire attention, parce qu'il y a des petits symptômes là, qui peuvent être à l'œuvre, puis si on ne détecte pas suffisamment tôt les symptômes, ça peut mener à des décisions catastrophiques. Troisième catégorie, nous dit Janice, on parle du renforcement du conformisme. Ce que ça veut dire, c'est que le groupe, non seulement il se surestime, puis il se coupe un petit peu de l'extérieur, mais il va se surestimer de plus en plus, puis il va se couper de plus en plus de l'extérieur. Puis ça, quand on passe à cette phase-là, là, ça peut mener à des décisions encore plus catastrophiques. Le premier symptôme de cette catégorie-là, c'est l'autocensure. L'autocensure, dans quel sens? Une personne à l'intérieur d'un groupe peut décider de se taire lorsqu'elle a l'impression que son opinion n'est pas consensuelle. Mm-hmm. Bon, vous avez une assemblée générale d'étudiants. Tous les étudiants disent « on fait ci, on fait ça, puis on s'en va dans cette direction-là. » Puis toi, tu es dans ton coin, tu penses le contraire. Tu te tais. Autocensure. Ça peut être autour d'une table de discussion, on est dans une compagnie, j'ai ma petite start-up, on est 8 autour de la table, on essaie de prendre une bonne décision pour la compagnie, puis il y en a un autour de la table, puis il regarde ce que les autres pensent, il voit bien que le consensus s'en va dans une direction, il y aurait peut-être une opinion contraire à émettre, il va se taire. Autocensure. Sinon, autre symptôme, pression directe. La pression directe, c'est qu'on s'arrange pour qu'il se taise. Puis ça, dans des groupes, des fois on le voit à l'œuvre, là, c'est on va faire sentir à des personnes qui pourraient avoir des opinions qui sont non consensuelles qu'ils devraient se taire. Puis ça peut prendre différentes formes. Là, on va faire des soupirs. Rapidement, on va leur laisser des tours de parole qui sont plus courts. On va s'arranger. Ça, on en a déjà parlé, puis on passe à un autre sujet. Alors que c'est une opinion qui, justement, est non consensuelle. Ça aussi, ça exige de la prudence. Quand vous voyez des opinions qui sont non consensuelles, en classe, des fois, j'essaie de le faire. Là. Quand je sens que mon groupe s'en va dans une direction, puis il y a quelqu'un qui pose une question ou qui émet une opinion qui est non consensuelle, il faut la valoriser, là, parce que cette personne-là a été courageuse. Là. Elle a décidé de dire une opinion qui est non consensuelle,
c'est tough de prendre cette décision-là, de dire, moi, le groupe s'en va dans une direction, je vais dire, ben non, moi, j'irai dans l'autre direction. Des fois, je fais ça dans les ateliers, là, quand je vois que quelques opinions non consensuelles qui s'expriment, il faut les valoriser, sinon ils vont se taire par eux-mêmes. Il faut résister à celles et ceux qui font sentir que ces personnes-là dérangent. Là. Il y en a qui vont s'arranger pour ça. Les whistleblowers, là, c'est les tireurs. Est-ce que tu connais cette expression-là, whistleblower? Non. Les whistleblowers, en français, ils appellent ça des tireurs de sonnettes d'alarme. Là. C'est des personnes qui, dans des entreprises ou dans des institutions, dénoncent des pratiques consensuelles. C'est des personnes qui, je sais pas, moi je travaille pour un ministère quelconque, puis je me rends compte que tout le monde accepte des pots de vin, puis je le dis dans les médias, hey, il y en a qui acceptent des pots de vin autour de moi. Mais ça, le sort qu'on réserve à des personnes qui expriment haut et fort une opinion qui est non consensuelle, puis qui dénonce des pratiques consensuelles, ça, habituellement, le sort qu'on réserve à ces personnes-là, là, c'est pas bon. Là. Ouais. Une personne comme Karen Duhamel, c'en est une whistleblower. C'est quelqu'un qui dit, ben non, l'autorité en place se trompe. Les gens autour de moi se trompent, je le dis. Le sort qu'on leur réserve, puis le sort qu'on a réservé à Karen, c'est ça. Là, on l'a tassé, on s'arrange pour qu'elle se rende compte qu'elle dérange, qu'elle exécute mal son travail. Donc ça, c'est des pressions qu'on va exercer sur celles et ceux qui défient soit les opinions consensuelles ou les pratiques consensuelles. C'est ceux-là qu'on appelle les whistleblowers. Puis les tireurs de sonnettes d'alarme comme ça, le taux de dépression, je sais pas comme Karen elle s'en est sortie de cette... Mais psychologiquement, il faut être fait fort là, parce qu'on y va tout seul. C'est pour ça que les règles de prudence usuelle, là, c'est essaye de ne pas aller toute seule te battre contre tout le monde parce que tu risques de te faire bouffer par tout le monde. Puis ça, c'est une vraie règle de prudence. Là. Le groupe peut être très fort à essayer de faire taire une opinion non consensuelle. Les deux derniers symptômes, on parle de l'illusion d'unanimité. Donc ça, c'est notre tendance à croire qu'il y a consensus, même s'il n'y a pas consensus. Puis là, on voit que les symptômes s'accumulent. Là. On dit, ben il y a consensus. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont décidé de se taire. Puis il y a des gens qui ont s'est arrangé pour qu'ils se taisent. Puis après, on arrive en disant, ben il y a consensus. Avant d'écrire, là, adopter à l'unanimité là, sur un PV, il faut s'assurer qu'il y ait vraiment unanimité. Parce que s'il y a des opinions non consensuelles, il faut leur donner un espace pour qu'elles s'expriment. Là. Et le dernier symptôme, c'est uniformisation par les gardes de l'esprit. Celui-là, c'est peut-être pas la meilleure désignation pour faire du sens. Là. C'est toujours dans les travaux d'Irving Janis. Ce que ça veut dire, c'est notre tendance à créer des outils qui effacent les traces de contestation, qui effacent les traces des opinions non consensuelles. Le meilleur exemple, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Là. On a les algorithmes, là, leur fonction, ce qu'on appelle les algorithmes, là, c'est exactement ça leur fonction. C'est nous éloigner des opinions non consensuelles ou qui ne font pas consensus dans notre groupe proche. Hein, c'est ce que ça fait, les algorithmes. Ça nous crée des bulles où tout le monde pense un petit peu de la même façon que toi. Tout le monde a à peu près les mêmes goûts musicaux. Tout le monde a à peu près les... Donc, ce qu'on fait, c'est que tranquillement, on écarte des opinions non consensuelles ou qui pourraient choquer le groupe auquel tu appartiens. Donc, si tu es dans une mouvance plutôt scientifique, des opinions là, conspirationnistes, tu ne devrais pas en voir beaucoup là, sur tes algorithmes. Là. Par contre, si tu es dans un univers plutôt conspirationniste, tu n'auras pas beaucoup de faits scientifiques qui vont être poussés par les algorithmes vers toi. Donc ça, c'est à l'échelle des réseaux sociaux, mais à l'échelle des petits groupes, quand on prend des décisions, ça aussi, il y a ça autour de soi. Là. On essaye d'éviter les opinions qui sont non consensuelles. Peut-être même qu'on va tasser des informations qui pourraient nuire au consensus qu'on a eu. Donc ça, c'est ce que ça veut dire le dernier symptôme.
Donc, c'est ce qu'on va voir en classe. J'en ai fait un résumé ici, là, mais c'est ce qu'on va voir en classe. David, est-ce que tu comprends bien les pressions groupales? Ouais, pas mal maintenant. Bon, c'est ça. Le but, c'était de faire un petit tour au podcast pour que en classe demain, ça soit moins nouveau aussi. Là. C'est un peu l'idée du podcast, c'est vous donner une partie du contenu. Des fois, il y a des redondances en classe, là, mais le but, c'est de voir le contenu une première fois à l'audio, de l'entendre plutôt une première fois à l'audio. Quand on arrive en classe, on est un peu plus près, ou au contraire, on arrive en classe à froid, puis on comprend pas tout. Puis quand on réécoute le podcast, il y a une explication supplémentaire. Moi, j'avais une petite question à Ouais, propos vas-y, de la réflexion qu'on a faite. La plupart des symptômes, j'ai remarqué que ça peut s'appliquer à l'individu en soi, comme la surestimation, l'autocensure un peu moins, mais je me suis dit, si on élimine ces symptômes individuellement, est-ce que ça va affecter le groupe ou les symptômes de groupe et le symptôme individuel, c'est deux affaires complètement différentes? Ben, c'est-à-dire que de la psychosociologie, c'est un peu l'idée, là, c'est de faire la distinction entre des pulsions psychologiques individuelles, puis de voir si ça s'applique à un groupe. Puis effectivement, des fois, il y a des parallèles entre les deux. Individuellement, ben, des fois, on a tendance à s'auto-censurer, mais à une échelle de grand groupe, ça peut devenir problématique lorsque tu as plusieurs personnes qui s'auto-censurent en même temps. Parce que si moi, je m'auto-censure, il y a peut-être une bonne raison pourquoi j'exprime pas mon opinion. Là. Mais si tout le monde qui a une opinion non consensuelle ne s'exprime pas, ben on voit bien que la décision du groupe ne pourra pas être éclairée par tout le monde. Là. C'est ça le but d'une décision prise en groupe, c'est de s'assurer qu'on ait toutes les raisons, toutes les personnes qui sont raisonnables, qui puissent s'exprimer, puis que ça enrichisse la décision. Ça, c'est l'idéal qu'on a en tête. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en tant que groupe, il y en a plusieurs qui vont décider de ne pas s'exprimer. Puis ça, il faut en tenir compte. Mais tu as raison, on parle de psychosociologie, c'est parce que c'est le lien entre les deux. Là. C'est psychologiquement, donc individuellement, à quoi on ressemble. Puis sociologiquement, quand on prend plusieurs psychés, qu'on les mélange ensemble, des fois, il y a des tendances de groupe qui peuvent influencer même des individus. Donc ça, le but, c'est de faire la distinction entre les deux, mais tu as raison de faire le parallèle. Là. Il y a des traits individuels qu'on voit leur résonance quand on regarde le groupe, puis c'est normal. Les groupes humains sont formés d'humains. Donc, ça va de soi que leur psychologie individuelle vont influencer la psychologie du groupe. Je réponds-tu à ta question? Ouais, quand même. Ouais, quand même. C'est suffisant pour passer à une autre étape. Ben, je suis convaincu que tu vas, j'espère que tu vas aimer le cours de demain. Tu sais, c'est de la psychosociologie, mais j'ai décidé de choisir ces deux thèmes-là parce que je crois que c'est des forces qui sont quand même importantes sur des étudiants, sur des jeunes qui vont bientôt exercer une profession. Là. Notre rapport à l'autorité, si on y réfléchit pas maintenant, on n'aura pas le temps d'y réfléchir avant qu'on soit dans une position de soumission à l'autorité. Fait que dans votre cas, c'est ça. Puis pression groupale, d'essayer d'examiner c'est quoi notre rapport au groupe, c'est quoi, est-ce que j'ai tendance à me soumettre au groupe? Parce que peut-être, puis c'est ça, c'est la prémisse du cours en question, peut-être que justement dans l'exercice de votre profession, ce sera nécessaire que tu sois capable de contester l'autorité, notamment l'autorité patronale. Puis peut-être que ce sera nécessaire que tu sois capable de t'opposer à des décisions ou à des opinions qui sont consensuelles. Des fois, c'est ça aussi un professionnel. Là. Tu vas prendre une décision, il y a une personne qui s'occupe des ressources humaines, il y en a un autre qui est expert en communication, il y a le comptable qui est à la table, tu as le patron, puis tu as un professionnel en génie logiciel. Ben, des fois, tu es le seul à avoir des compétences. Il faut que tu sois capable ces compétences-là. Là. Si tu as une opinion, appuyée sur des faits, puis appuyée sur la science, qui exige que tu contestes le consensus, il faut que tu sois capable de le faire. Ouais. Donc, c'est important d'y réfléchir, là. Commencer à s'outiller avant même d'être dans cette situation-là où ils disent n'importe quoi en matière de science, en matière de génie logiciel, c'est tout croche, ils connaissent rien en programmation, puis on s'en va dans une direction, on s'en va d'un mur. Ça se peut que ça soit toi qui sois obligé de lever ta main et de dire
En matière de programmation, je m'y connais un petit peu, puis je pense que on se trompe, là. On s'en va dans le mur. J'ai aussi l'impression que c'est un leap of faith. Dès que tu le fais une première fois, et que ça marche, je pense que tu ne seras plus gêné après. Ça marche à dans plusieurs sphères de la vie, je dirais. Ouais. Là. C'est être capable de contester l'autorité. Si tu le fais une fois, tu te pratiques un peu dans des exercices comme ça, là, c'est un petit peu ça. Là, on est dans le confort douillet d'un cours universitaire, se pratiquer, y penser. Puis un jour, on développe nos outils, on arrive dans une situation réelle, on le fait une fois. Puis si on le fait une fois, puis tu poses une petite question supplémentaire au patron, tu t'opposes une fois au consensus, puis tu vois que tu t'en sors pas trop mal, ça donne envie de peut-être être capable de reposer ce genre de geste. OK, ce sera tout, David, pour cet épisode. T'as-tu aimé ton expérience? Ah oui, j'ai aimé ça. Jamais je suis allé dans un podcast de ma vie, donc je peux dire que j'ai fait un podcast. Et voilà, ça prend une fois, leap of faith. Après ça, tu vas partir ton podcast. Tout le monde a un podcast en ce moment, il s'agit juste de le créer. C'était donc David Mosquera. Merci, David. Et merci à toi pour l'invitation et d'avoir accepté j'imagine, ma demande. Oui, mais c'est toi qui as répondu. Il n'y a pas tant que ça qui ont ce courage-là de dire moi, je vais aller dans le bureau du prof, on va s'asseoir, on va se regarder dans les yeux, on va se parler d'un micro. C'est intimidant. C'est intimidant tout ça, là, puis je comprends la difficulté du geste puis la hauteur du geste que tu as posé ce matin. Ce sera tout. Étudiants, merci d'être là à chaque semaine. J'espère encore que vous aimez ce genre d'épisode. Excellente semaine. Allez, bye-bye. Est-ce que tu as eu l'indice? L'indice, ce sera toi qui vas le donner, l'indice. C'est quoi? On va dire leap of faith. Je pense que c'est... j'ai bien aimé utiliser ce mot. Puis en français, on dirait quoi? C'est saut dans le vide, je pense, normalement. Alors, l'indice, on va le donner en français. Saut dans le vide. Fin de l'indice. Merci, David. Allez, bye-bye.